Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dès la première conférence du matin sur la plateforme d'Avantex. Comme disait monsieur, n'est-ce pas, qui est un expert de la chose, Avantex a une particularité double. Particularité double, d'une part, c'est cette longueur d'avance que le salon a adoptée en étant les premiers à accueillir sur cette plateforme toutes les innovations technologiques. Techniques, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'adaptation du numérique et les applications du digital dans la mode, c'est vraiment le savoir-faire d'Avantex. Et la deuxième chose, c'est d'organiser ces conférences. Je crois qu'ils ont été pionniers également. On a la chance de recevoir des experts qui chacun permet de débattre librement et de discuter avec vous, mesdames et messieurs qui nous écoutez. Notamment, je vois qu'il y a des étudiants, et tant mieux, parce que l'avenir est dans vos mains, comme on dit dans les journaux, mais ça doit être un peu vrai, et surtout dans les bonnes écoles où vous enseignez. Dans les bonnes écoles où vous êtes enseignés, ou vous enseignez pour les professeurs qui sont également avec eux. Le thème du jour, donc ça dure 1 heure, notre conférence, 3/4 d'heure, le temps qu'on discute avec vous. Big Data, GAFAM et mode, quel futur? Pour parler, vous comprenez le français? Est-ce qu'on peut donner, si monsieur parle en anglais, est-ce qu'on peut donner aux intervenants qui ne possèdent pas aussi bien l'anglais qu'ils aimeraient, n'est-ce pas, un casque qui permet de faire les traductions. On va s'exprimer peut-être un... Excuse me, my dear, we certainly speak better rather in French, because most of them are French people, you know. So if you don't mind, we speak French. Yeah, the translation is fine. Absolutely. Merci. Donc, Big Data, je disais, GAFAM et mode, quel futur? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marguerite Vergne de Fashion Data, qui va nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que Fashion Data, puis après on va rentrer dans le sujet plus largement, si je puis dire. Donc Marguerite, bienvenue. Qu'est-ce que Fashion Data? Comment vous travaillez? Et je crois que vous avez des visuels à nous montrer. Et après, une présentation brève de vous-même. Oui, il y avait une petite présentation prévue, mais voilà. Il faut mettre le micro comme ça, s'il vous plaît, près du manteau. D'accord, comme ça, voilà, c'est mieux. Comme ça, c'est parfait. Donc, chez Fashion Data, en fait, on offre à nos clients qui sont principalement des enseignes de mode et de lifestyle, des solutions pour exploiter leurs données. Le but étant de proposer le bon produit au bon moment, au bon endroit et au bon client. Alors, pour passer les slides... Ça, c'est absolument le rêve de tout le monde, le bon produit au bon moment, au bon client. Oui, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que vous avez fait de plus pour que ça marche, l'équation à 3 entrées? En fait, ce qu'on fait de plus, c'est que d'abord, on a une équipe dédiée avec des compétences techniques, mais aussi des compétences métiers. Il y a un vrai challenge en fait d'accompagner les enseignes de mode à l'utilisation des outils qu'on propose. On a mis en place une plateforme technique pour récupérer la data de ces enseignes. On utilise donc des algorithmes d'intelligence artificielle pour ces solutions. Et vraiment, il y a vraiment une volonté d'accompagnement du changement. Et il y a une démarche héroïste. Donc l'idée, c'est vraiment que ces marques puissent dégager une marge additionnelle, un chiffre d'affaires additionnel grâce à nos solutions. On ne met pas en place de projet sans savoir que ça ne va pas générer du chiffre d'affaires incrémental pour nos clients. Donc voilà, ça c'est un peu... Donc là, les clients, ce sont, je veux dire, soit des marques, soit des distributeurs? Plutôt des marques. Plutôt des marques. Hein. Voilà, des contrôlant leur distribution ou pas forcément contrôlant leur distribution? Contrôlant leur distribution, ouais, des retailers traditionnels principalement. Donc voilà, là c'est un peu le panel de nos offres, notamment je peux vous citer Buyer Persona. En fait, c'est une solution qui permet à une marque d'identifier ses clients en créant des clusters en fait pour ses clients. Donc on identifie des profils, ça permet de connaître les caractéristiques démographiques de sa cliente, de connaître ses interactions avec la marque, comment elle achète, ce qu'elle achète, quand elle l'achète. À quel prix elle achète. Voilà, ça permet vraiment de définir le profil des clients des marques. On a aussi une autre offre qui s'appelle par exemple Store Identity, un peu dans la même démarche. On crée des clusters de magasins. En fait, on aide les marques à comprendre quel magasin est peut-être plus vendeur de tel type de produit, quel plan d'assortiment serait plus optimisé pour tel type de magasin. Voilà, c'est pour des exemples un petit peu bref. On reviendra dans le détail des exemples quand on aura fait ces présentations un peu sommaires des uns et des autres. Il y a longtemps que Fashion Data est créé? Ça fait 1 an et demi à peu près. Ah oui, donc c'est neuf, et neuf parce que ce métier est neuf d'une certaine manière. Ouais. Et vous êtes nombreux? On est une quinzaine aujourd'hui. Très bien, voilà. Parfait.
On va revenir bien sûr sur le détail, c'est ouais. extrêmement important. Jonathan Siboni, n'est-ce pas? Luxury, non, c'est pas ça. Si, c'est à peu près ça. Hein, Luxury Insight. Exactement. Alors, Luxury Insight, c'est vous qui l'avez créé? Oui, effectivement. Vous êtes 15 également? On est un petit peu plus, on est une quarantaine à Paris. Et Luxury Insight, c'est une société de data intelligence qui travaille dans l'industrie du luxe, que nous avons créée effectivement en 2011. L'idée étant, pour aller dans votre sens, de réunir des compétences techniques et technologiques avec une expertise métier très forte. En ce qui nous concerne, on travaille dans la mode, mais pas que. On travaille dans l'industrie du luxe et on ne travaille pas dans la mode en totalité, bien évidemment, puisqu'on va plutôt s'intéresser à des marques et à des clientèles à fort revenu. La manière dont la société s'est créée à l'origine et aujourd'hui dont elle opère, c'est en fait cette double compétence. Donc on a des équipes techniques très fortes et on a aussi une expertise métier qui est déployée au sein d'un board. Donc on a au sein de notre board l'ancien président d'Hermès, l'ancien président de Cartier, l'ancien président de Van Cleef & Arpels, et toutes ces personnes-là, en fait, nous aident à mieux comprendre les besoins des marques dans leur développement international. Aujourd'hui, le type de produits et de services qu'on va déployer vont tourner autour de plateformes technologiques qui permettent aux marques de suivre la totalité des lancements produits, par exemple, des campagnes, des boutiques. On a la plateforme technologique qui a le plus de points de vente au niveau mondial dans notre industrie, des pricing également, et tout ça va permettre aux marques en fait de fonctionner un peu comme un GPS et de se dire si je veux lancer un parfum en Chine auprès des générations jeunes, quel va être le meilleur type de produit, quelle va être la meilleure manière d'activer online, offline, de vendre, est-ce que je dois passer par un multimarque, est-ce que je dois passer par des boutiques en propre, etc. Donc on a un bureau à Paris, un bureau à Dubaï et un bureau en Chine puisqu'on doit faire à peu près 35-40% de notre chiffre d'affaires lié à la clientèle chinoise qui est un vrai facteur de différenciation. Et en Chine, puisqu'ici, je veux dire, c'est la plateforme principale en Europe, n'est-ce pas, sur le sourcing, qui vient grande partie d'Asie et notamment de nos camarades et nos amis chinois. En Chine, vous travaillez, je veux dire, pour des marques européennes qui veulent mieux comprendre ce marché chinois, enfin, marques internationales, et se diviser sur le marché chinois. Vous travaillez également pour les marques chinoises, puisque se crée quand même, vous disiez, le haut luxe, enfin, une clientèle à fort potentiel d'achat. C'est peut-être pas le haut luxe. Une classe moyenne est en train de se développer fortement en Chine. Elle est déjà mise en place. Bien sûr. Alors, on a 3 types de sujets sur lesquels on travaille avec la Chine. 2 qui sont portés par le bureau de Paris, 1 qui est porté par le bureau de Shanghai. À Paris, on va travailler sur le développement international des marques européennes ou des marques mondiales qui veulent se développer sur le marché chinois. Et on va travailler également sur la clientèle touristique chinoise, qui est très importante dans le secteur du luxe, puisqu'aujourd'hui, si vous voulez, le marché chinois, c'est 9 à 10% du marché du luxe mondial, mais la clientèle chinoise, c'est 35%. C'est-à-dire que 75% des achats de produits de luxe par des consommateurs chinois se font à l'international, ce qui amène des vraies questions de pricing, de vente, etc. Et le bureau de Shanghai, lui, va travailler principalement pour des marques chinoises qui, elles, vont travailler sur leur montée en gamme ou leur internationalisation. Donc, pour vous rejoindre, il y a effectivement une montée en gamme des consommateurs, c'est une évidence, on le voit, et c'est ce qui tire le secteur du luxe depuis quelques années. 90% de la croissance du luxe en 2019 est due aux consommateurs chinois. 90%. Et les indications qui sortent, n'est-ce pas, des analystes qui suivent le marché du luxe, n'est-ce pas, et le marché de la mode, disons en général, montrent bien le potentiel encore en croissance, n'est-ce pas, de ce pays. Voilà. Bien sûr, à tout égard, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, sur 1,4 milliard de personnes, vous avez 3 millions de millionnaires, ce qui commence à représenter quelque chose naturellement de très important. Pour autant, si on regarde la clientèle touristique, et on l'a dit, c'est 75% de ces ventes. Aujourd'hui, vous avez 140 millions de Chinois qui voyagent, c'est 8 à 10% de la population, dont uniquement 2 millions qui viennent en France. 2 millions sur 1 milliard, ça reste relativement raisonnable. Et ces 2 millions de consommateurs qui viennent en France, vous voyez déjà l'impact qu'ils ont sur nos retailers locaux comme les Galeries Lafayette dédiés, comme on le sait, des espaces particuliers pour accueillir, je veux dire, cette clientèle qui voyage encore beaucoup en groupe. Kerry, bon. Can you explain to us what is the Fabricant and what you had before the experiences our friend are describing? So the Fabricant is a digital-only fashion house where we create digital-only clothing. So we design our own collections that are digital-only, and then we actually present them only in the virtual space. So we only use online media, social media, online space, and any type of digital channels to actually visualize clothing.
So we started out from our own need to visualize clothing from a digital perspective, and then we realized that there was an actual real market opportunity to work with brands as well who wanted to penetrate the digital-only space to truly connect to the younger consumer with these digital experiences. So we say that we design clothing always digital and never ever physical, so we do not have a need to actually sell physical clothing, but we have a need to actually start the digital-only fashion marketplace. So you could already say that it exists in the gaming ecosystem, because if you look at games like Fortnite or any other game, they're actually selling skins, which is, let's say, the first digital-only fashion marketplace. And we foresee that it's a multi-billion-dollar market right now. Can we have more explanation about gaming? What do you think about gaming? So, for instance, when you have a gaming avatar, when you have your avatar of yourself, it doesn't have to be a one-to-one representation of yourself. You can be a man, woman, kid, whatever. But you are creating a virtual identity in one way or another. You are buying clothing or shoes or items to create your identity in a way that resonates with yourself. So it doesn't have to look like you, but it needs to be emotionally connected to your identity. So if you have your virtual identity, what kind of clothing would you put on your digital self? That's the question that we basically say every single day. And we try to design with that ideology. We try to design beautiful clothing for the virtual space. Thank you very much. Complétons, je veux dire, alors est-ce que vous travaillez aussi, vous, sur l'identité virtuelle comme Kiri nous l'explique, ou vous avez une méthode un peu différente d'approche? J'ai cru comprendre qu'elle était un peu différente. Oui, non, on ne travaille pas sur l'identité virtuelle encore, oui. Peut-être bientôt. Mais non, ouais, j'ai un petit peu balayé tout ce que vous avez Fashion Data. Je ne sais pas si vous aviez une question en particulier. Non, pas de question particulière, mais est-ce que vous avez une question particulière à poser à votre voisine? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on dialogue à trois, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, à quatre, quand Hugo sera là. Le challenge qui me paraît intéressant d'aborder, un des challenges qui me paraît intéressant d'aborder... Parce que vos expériences sont différentes. Enfin, elles se rejoignent d'une certaine manière, me semble-t-il, sur le service que vous apportez à la mode, dans cette approche novatrice, si on peut dire, du consommateur, même si les questions que vous posiez semblent les questions de base, n'est-ce pas? Pardon. J'en prie. Alors, un des challenges qu'on voit, nous, depuis maintenant 8 ans, qui est un petit peu différent, mais me semble-t-il intéressant comme point de départ, c'est que la mode a un peu cette double dynamique d'analyse de la demande et de capacité d'offre. C'est-à-dire que plus on va monter en gamme, plus on va être face à des marques qui vont, quelque part, prendre de la distance par rapport à la demande pour créer. Un défilé, c'est pas aller voir des gens en demandant est-ce que vous aimez l'orange, vous voulez un grand sac avec des grandes anses, voilà, Hermès, ça fait un grand sac orange. Parce que si c'était le cas, vous en rêveriez pas. Et donc, il y a une dynamique entre l'analyse de la demande, puisqu'évidemment, l'offre n'est rien de plus à un moment donné que faire rêver les gens. Et faire rêver les gens, il faut trouver un écho par rapport à ce qu'ils souhaitent. Et en même temps, cette capacité à s'en distancer. Vous, dans votre métier, quelle est justement votre manière d'analyser la donnée? Est-ce que c'est de dire la donnée est un point de départ qu'on va mettre à disposition des marques pour qu'eux la réinterprètent et prennent des décisions finalement humaines, même si elles sont contre-rationnelles ou contre-intuitives par rapport à la data? Ou est-ce qu'il y a un côté un petit peu mécanique justement par rapport à vos clients qui disent c'est de l'assortiment, donc il faut complètement rationaliser? Non, bien sûr, il faut pas tout rationaliser. C'est pas dans l'intérêt de la marque de tout rationaliser. Ce qu'il faut, c'est que la machine puisse accompagner l'humain à prendre des décisions optimales aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs tout le challenge du big data et de la data science. C'est-à-dire comment on fait avec autant de données accumulées, pour prendre en compte des variables qu'hier on ne prenait pas. La data science est une réponse à ça. On propose avec nos solutions des éléments de réponse, un début de réponse pour prendre des décisions optimales. Mais l'idée, bien sûr, c'est le duo homme-machine. C'est-à-dire que la décision, à la fin, elle revient à la personne, à la marque. Et surtout, voilà, il ne faut pas regarder dans le rétro non plus tout le temps. C'est de la mode. Il faut proposer des nouveautés. Mais il faut aussi, il y a des gros challenges, notamment chez les retailers, de produire ce qu'on est vraiment capable de vendre. On sait tous qu'aujourd'hui, beaucoup de marques ont des problèmes de surstock, beaucoup de promotions, beaucoup de soldes, etc. La data accompagne justement les marques pour éviter ce genre de problématiques. Ça, c'est un point très important dans l'évolution que l'on voit aujourd'hui de la consommation, n'est-ce pas? Puisque les gens veulent de plus en plus, pour faire très court et très simple, n'est-ce pas, une identification, une relation beaucoup plus construite d'une certaine manière avec le produit. L'importance, effectivement, d'arriver à raccourcir à la fois les cycles
et évidemment d'avoir peut-être une impression de série courte, je dis une impression de série courte, pour le consommateur, puisque finalement il a l'impression d'avoir participé, je veux dire, à la création du produit. Avec qui vous travaillez? Je veux dire, c'est des directions marketing dans les marques? On travaille avec, en fait, donc nous on est... Qui ont peut-être changé d'ailleurs aussi de profil, mais ça on va revenir là-dessus. Alors nous en fait on intervient sur 3 streams. Un stream, le stream client, donc on a toutes les solutions liées à la connaissance du client. Donc là du coup on travaille avec des départements CRM globalement. Ensuite on a une stream dédiée aux produits. Donc on a des solutions de demand forecast, donc vraiment pour prévoir la demande. Prévoir la tendance. Donc là, on travaille vraiment avec des équipes produits et avec des équipes d'acheteurs. Et ensuite, on a un stream qui est lié à la supply chain, à l'approvisionnement. Donc c'est vraiment ces problématiques de comment est-ce qu'on peut mieux allouer la marchandise aujourd'hui dans un parc de magasins. Donc là, c'est plus avec des responsables approvisionnement, voilà, la logistique et l'approvisionnement. Et grâce à vous, je veux dire, ils dialoguent un peu mieux, où chacun vit dans son domaine. Tout à fait. Bah, c'est l'intérêt des solutions et du big data. Voilà, c'est là que se fait la valeur ajoutée, bien sûr. On parle de casser les silos de données. L'idée, c'est qu'avant, un CRM, il restait uniquement sur la connaissance de son client. Aujourd'hui, grâce à la data, il peut relier l'appétence d'un client pour tel ou tel produit. Donc, on essaie en fait justement de connecter les données qu'on a en fonction de cas business pour justement donner accès aux données auxquelles quelqu'un n'aurait pas forcément eu accès si ce n'était pas son département d'origine. Merci beaucoup, parce que je crois que c'est extrêmement important. Je veux dire, la manière nouvelle de travailler dans les marques, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ou l'un de vous, je vous dis, il faut toujours faire rêver, n'est-ce pas? Mais pour faire rêver, je veux dire, il y a peut-être aussi plusieurs ingrédients aujourd'hui dans la réflexion d'une entreprise pour apporter aujourd'hui cette part de rêve ou ce désir, parce que vous parliez de ça, je crois, me semble-t-il, Jonathan. Vous parliez tout à l'heure de travailler pour des consommateurs à fort potentiel d'achat. C'est-à-dire vous fermez d'une certaine manière votre application marché au haut de gamme, ou au contraire vous êtes parti de cette base-là qui vous permet demain de travailler sur des marques qui ont une forte communication, qui se posent effectivement dans les mêmes réseaux du luxe, mais qui en vérité n'ont pas un produit, enfin en vérité, ont un produit peut-être ressenti tel que, mais qui ne correspondrait pas normalement à ces critères. Alors en fait... Qu'est-ce que c'est que ces consommateurs à fort potentiel d'achat? Historiquement, financier. Historiquement, la création de la société, moi je suis un ancien consultant, donc j'étais dans le conseil en stratégie, je vivais en Chine, et le problème qui m'est apparu comme une évidence il y a une dizaine d'années, c'est que les marques de luxe en particulier avaient justement une forme de posture ou d'historique de dire on crée, on fait rêver, on avance. Et donc on connaît moins le marché quelque part, puisqu'on est moins à son écoute, on vient lui parler. Or, l'accélération du marché, la complexité, la masse de données fait que aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de comprendre, et donc pour faire rêver de comprendre, c'est-à-dire d'être visionnaire sans avoir une vision et donc sans voir, sans avoir de la donnée. Notre manière a été de dire on va travailler avec l'industrie du luxe. Effectivement, cette industrie du luxe, si je la segmente très rapidement, nous on travaille principalement avec les personal luxury goods, c'est-à-dire mode et accessoires, parfums cosmétiques, horlogerie, joaillerie et distribution sélective. Au sein de ces différents secteurs, les positionnements vont être différents. Typiquement, Breguet ou Patek Philippe ne va pas regarder trop ce que fait Swatch, même en termes de distribution. Par contre, Vuitton va peut-être regarder ce que fait Zara. C'est intéressant de regarder ce que fait quand même Swatch. J'y viens. Par contre, Vuitton va regarder ce que fait Zara. Ouais. Pourquoi? Parce que dans certains secteurs, où Chanel Parfum va regarder ce que fait Kiko, si vous voulez. Dans certains secteurs, vous avez une logique de distribution plus ou moins sélective, et en particulier en Chine, où vous allez suivre les empreintes retail et donc vous inspirer plus ou moins. Cette idée de clientèle à haut revenu, elle n'est pas quelque chose qu'on a fixé, elle est simplement due aujourd'hui aux clients qui sont les nôtres. C'est-à-dire que quand on travaille avec les grands groupes, eux, la plupart des clients qu'on va regarder, en mettant de côté parfums cosmétiques, sont des clients effectivement, quand on va faire nos clusters, qui sont des clients avec un certain pouvoir d'achat, en particulier en horlogerie, joaillerie ou en mode accessoire. Donc c'est pas un biais qu'on a fixé en disant on regarde ou on regarde pas. Revenez sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, bien sûr. Parce que j'ai l'impression que ce travail que vous accomplissez, finalement, enfin que vous accomplissez, l'aide que vous apportez, je veux dire, aux différentes marques, peut concerner, me semble-t-il, tous ceux qui se posent dans un schéma... Oui, tout à fait. Si ce n'est
il y a une différence quelque part ontologique avec l'industrie du luxe. Cette différence ontologique, elle est liée au fait que, comme on l'a dit, il y a un mode de fonctionnement différent par rapport au marché, par rapport à la création de produits sur le marché. Et donc, quelque part, l'idée n'est pas tant de dire on va aller collecter la totalité de données disponibles et optimiser en temps réel, mais on doit garder cette capacité de création, cette capacité de faire des produits à un instant T, en particulier dans la mode, puisqu'il y a des défilés, il y a des créateurs, etc. Il faut optimiser beaucoup de choses, bien évidemment. Il faut s'assurer qu'on est capable d'optimiser, d'avoir le bon produit au bon moment, de répondre aux challenges des différentes clientèles, en particulier la clientèle chinoise, parce que si vous voulez, aujourd'hui, la question qui se pose à nous, et qui est un peu différente, quelque part, très complémentaire, mais un peu différente de la vôtre, c'est que nous, on ne va pas analyser la demande. Je ne vais pas analyser un consommateur lambda en disant est-ce qu'il a liké tel produit, est-ce qu'il l'a aimé, est-ce qu'il l'a même acheté. On va faire de la macro-data. On va regarder l'offre. On va regarder la totalité du marché, l'offre des marques. Est-ce qu'ils lancent plutôt des produits de telle ou telle catégorie? Est-ce qu'ils les lancent plutôt en ligne? Est-ce qu'ils font des pop-up? On va regarder vraiment l'offre puisque c'est un marché d'offres. On ne va pas vraiment analyser la demande. La demande, elle va venir ensuite. Elle va venir réintégrer nos algorithmes pour venir matcher l'offre et la demande, si vous voulez, d'une certaine manière. Mais notre point de départ, c'est toujours l'offre. Ça va être de dire à Hermès ou Chanel, voilà ce que font tous vos petits copains, puisque vous êtes tous en train de créer. Mais c'est parce que c'est une offre avec des marques extrêmement fortes, avec des symboles très forts. Parce que si vous nommez les marques que vous nommez, donc effectivement, peut-être que l'offre précède encore la demande, n'est-ce pas, et d'une certaine manière la priorise. On peut considérer. Est-ce qu'on peut considérer ça encore vraiment dans tout le schéma de la mode? Alors, ça dépend vraiment des positionnements. Quand vous êtes Aston Martin, oui, il vaut mieux avoir imaginé la voiture et la montrer d'un coup en disant waouh, plutôt que de demander aux gens ce qu'ils attendent vraiment. Mais donc, est-ce qu'on peut le considérer? Je pense qu'il faut qu'il y ait toujours cette partie humaine d'intuition, de création, d'inspiration. Pour moi, le luxe ne peut pas exister sans création, la création ne peut pas exister sans inspiration, l'inspiration ne peut pas exister sans connaissance. Ça a toujours été vrai. Karl Lagerfeld a passé sa vie à écouter de la musique, à lire des livres. Aujourd'hui, la data est une des sources de connaissances du monde contemporain. C'est une évidence. C'est-à-dire qu'avec la data, vous allez mieux connaître le monde qui vous entoure. Pour autant, cette donnée va vous permettre d'avoir une meilleure vision et donc de prendre de meilleures décisions, je vous rejoins. Elle ne doit pas la dicter, mais elle vient l'éclairer et à chacun de dire, tiens, si tout le monde va à gauche, j'ai décidé d'aller à droite. Mais au moins, il le fait en connaissance de cause. Mais on a bien le sentiment, effectivement, que l'outil numérique est un outil, n'est-ce pas? Alors après, intelligemment mis en place par cette collecte de données, l'algorithme peut faire extrêmement court, si vous seriez capable d'expliquer mieux que moi. Les profils virtuels dont vous parliez, Kerry, n'est-ce pas? Les profils virtuels, jusqu'à quel moment, je veux dire, sont-ils suffisants, si je puis dire, pour répondre à d'autres attentes, n'est-ce pas, du consommateur aujourd'hui qu'on n'a pas traité, mais qu'on traite dans d'autres tables rondes? Mais Alice avait raison en préparant ses conférences d'insister là-dessus. L'écologique, par exemple. Est-ce que les attitudes aujourd'hui, les demandes, pardonnez-moi, exigeantes en matière d'écologie, en matière de traçabilité, est-ce que les profils virtuels, pour résumer, et peut-être je résume trop, le travail qui est celui de The Fabricant, est-ce que ces profils virtuels sont bien en adéquation ou permettent d'avoir cette analyse un peu prospective correspondant à ces enjeux sociétaux? So the question is, does the virtual profile allow for sustainability? Is that what you're asking? I mean, those two things are fairly disconnected from each other, from the conversations that we're having. Sustainability is the biggest need and demand from the clients that we work with fashion brands. It's the number one question that we get. Does digital allow for sustainability? And the answer is 100% yes. Now with virtual identities, it gets a little bit more difficult because when we talk about our virtual identity, it basically means us living in a virtual space, our digital lives essentially. So the objections that we get a lot is where do our virtual lives exist? They exist on PCs, servers, data centers. So then the question is, where does the electricity come from? Where does the energy come into when we render bunch of images? Rendering can be extremely wasteful when it comes down to the energy side as well. So then we have to be very conscious of like what kind of energy are we using? Are we using coal? Are we using wind energy? Are we using solar power? So we really need to question our energy providers from that sustainability perspective of where do they get their energy. So that's not necessarily our
responsibility in that sense, because we need to put the responsibility on the people who are providing the energy. We need to put the responsibility basically on the politicians of the country that we're living in, and we need to put the responsibility on the services that we use, because all of our data lives on Dropbox. So where do all the Dropbox servers live? You know, where are they getting their energy? And basically people are saying that we have to go to Dropbox and say to them, hey, you guys need to be more sustainable. But as a startup of maybe 20 people, you know, is it really our responsibility to take that step to go to all these service providers and say, you guys need to be more sustainable? Yes and no. I mean, we can't really leverage because we're just 1 in a million Dropbox clients. So the big Dropbox client basically has more of a responsibility to make sure that they're sustainable. We are essentially 100% sustainable because we don't touch any type of material. We try not to exist in the physical space when it comes down to fashion at all. So that's why we really need to reframe that a thinking methodology from the fashion industry, because the conversation that we have is completely different what the fashion industry has. Essentially, we are a visual effects company, happen to work in fashion in that sense. I hope that answers your question. Yes, absolutely. Thank you for the explanation. Ces questions, je veux dire, de sustainability, ces questions de traçability, enfin, pardonnez-moi, ces questions d'environnement durable, ces enjeux sociétaux là, sur lesquels la mode aujourd'hui doit apporter une réponse, est-ce que ça s'intègre dans votre analyse via les data ou dans les profils de consommateurs tels que vous les étudiez au travers de cette analyse de l'offre que vous mettiez en avant, les amis? Je pense qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la data tout à l'heure ou de la sustainability, c'est même plus vraiment des questions. C'est-à-dire le fait d'utiliser la technologie. Aujourd'hui, on vit dans une nouvelle révolution industrielle. Il est complètement inconcevable de se projeter, même à très court terme, sans utiliser le digital et la data comme une manière de fonctionner. Vous parliez d'électricité tout à l'heure. L'électricité a été une révolution industrielle. Cette révolution industrielle a changé notre manière de produire, donc de vivre, de consommer, et ceux qui ne se sont pas adaptés sont morts. Le digital, la data, ça va être la même chose. Donc en fait, la question ne se pose plus. La question aujourd'hui, c'est plus comment, et comment on utilise ces nouveaux outils. Quelqu'un qui a 100 ans aurait dit « moi je vais très bien sans l'électricité, ça me fonctionne, j'ai des outils qui sont magnifiques », il n'est plus là pour en parler. Donc l'utilisation de la data et du digital, quelle que soit sa manière, est une évidence. La sustainability, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible pour une marque de se projeter à un horizon, même moyen terme, sans intégrer de manière sincère et transversale ces enjeux dans toutes ces questions. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on entend par sustainability ? Parce que c'est quand même un terme assez générique. Certaines marques prennent la décision de l'aborder par la communication, en disant on va communiquer sur la sustainabilité, expliquer aux gens que tel composant, tel matériau, telle origine, tel processus. La traçabilité qu'on a évoquée il y a 2 minutes. Oui. Par exemple, effectivement. Mais ça reste de la communication. Il faut faire attention à la communication, parce que la communication par essence, c'est transmettre un message. Puis c'est l'identité de la marque. En partie. Et ça va toucher, effectivement, ça va impacter l'identité de la marque. La bonne réponse, qui est celle que le consommateur attend, en général, c'est pas de la communication, c'est de l'authenticité, de la sincérité à toute étape. Et dans ces enjeux de sustainability, il y a, entre autres, la gestion, dans nos métiers qui sont la mode, des produits, de la production et des stocks. Parce que si vous produisez dans de mauvaises conditions et que vous avez des surstocks, au final, quelle que soit votre communication, ça va vous retomber dessus. Et aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de faire face à une demande qui est mondialisée, qui a des cycles de plus en plus courts, vous l'avez dit, sans générer de stock. C'est impossible. Si vous voulez que tout le monde puisse acheter un produit qui est devenu désirable en 40 secondes sur Instagram, dans le monde entier, alors vous allez avoir du stock. Et si vous voulez prendre le risque que ce produit marche, alors vous risquez d'avoir du surstock. C'est là où, effectivement, je pense que des solutions comme les vôtres... C'est là que c'est intéressant, oui, les solutions que... Merci de faire l'introduction, si je puis dire, n'est-ce pas, avec ce que fait Fashion Data. C'est là aussi une des problématiques majeures, me semble-t-il, et on le voit quand on visite des entreprises ou des usines. Bon, c'est l'importance de la logistique aujourd'hui. Alors, logistique avec ses disponibilités des stocks, puisqu'il faut répondre relativement rapidement, et en même temps des séries extrêmement courtes, parce que le surstock coûte extrêmement cher, pas seulement en termes d'environnement, mais coûte extrêmement cher à la marque ou à l'industriel.
Oui, c'est ça. Alors, nous, Fashion Data, on s'inscrit vraiment dans une démarche de zéro waste et toutes les marques avec qui on travaille sont très sensibles à ce sujet et agissent dans ce sens-là. Après, la question de la sustainability, effectivement, c'est peut-être plus lié aux produits, au choix des matières, etc. Fashion Data un petit peu moins à voir avec ça, mais nous, quand on propose l'offre de Demand Forecast à une enseigne, donc l'enseigne développe la possibilité de mieux prévoir sa demande, c'est clairement dans un objectif d'éviter des surstocks, d'éviter de consommer trop de matière, d'éviter de transporter trop de matière, de transporter trop souvent de la matière. Il y a encore énormément d'enseignes qui travaillent avec du transport aérien, qui font beaucoup de bateaux pour amener de la marchandise parce qu'elles ont mal prévu. Donc toutes les offres de Fashion Data s'inscrivent vraiment dans cette démarche zéro waste. Et toutes les marques avec qui on travaille, effectivement, comme disait Jonathan, c'est plus un sujet en fait. Et elles savent qu'avec la data peut fournir des éléments de réponse pour optimiser en fait tout l'outil de production qu'utilisent ces marques. Merci beaucoup. Je crois que vous avez raison de souligner que c'est plus un sujet. C'est pas que c'est plus un sujet, c'est un sujet, mais un sujet tellement important et tellement prégnant qu'il est intégré d'une certaine manière dans l'histoire de la marque, dans la création de la marque, dans son identité, dans son message. Et ça pose de vraies questions quelque part, parce que si vous voulez, puisque c'est plus un sujet et que c'est un sujet central, la question même typiquement d'un directeur digital se pose. Il y a 100 ans, quand on a eu la révolution industrielle précédente, vous avez des gens qui étaient en charge d'amener l'électricité dans les entreprises, puisqu'il n'y en avait pas. Donc on est venu, on a dit l'électricité, ça va vous permettre de travailler la nuit, ça va vous permettre de faire plein de choses extraordinaires. Et puis il y avait des personnes qui étaient en charge de cette transition pour aider aux gens à mieux travailler avec ce nouvel outil. Aujourd'hui, cette personne, c'est le directeur digital. Le directeur digital, il vient dans une entreprise et dit je vais vous aider à vous digitaliser. Et au début, ça fonctionne bien, puisqu'on ne sait pas se servir du digital. Et assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, ce directeur digital, par essence, il n'a pas de raison d'être. Pourquoi ? Parce que tout le monde doit utiliser le digital. Alors, le digital dans la mode, puisqu'on est là pour parler de mode, il a commencé par la vente. On a commencé par digitaliser la vente, avec des plateformes qu'on connaît, Yux, Net-a-Porter, etc., qui se sont mises à permettre aux marques de vendre en ligne. Et puis le digital, petit à petit, de la vente est monté à la communication. On a dit, vous allez pouvoir communiquer par le digital, ce sont les réseaux sociaux, les Instagram et compagnie, et de nouveaux acteurs aussi qui ont émergé, qui sont positionnés pour communiquer sur le digital, les influenceurs typiquement, entre autres. Et puis le digital est monté ensuite d'un cran de la vente vers la communication, vers la création de marques, avec aujourd'hui des marques qui sont nées par le digital, 100%. Là, on est même l'étape d'après, puisque ce n'est pas des marques qui sont nées par le digital comme un Cézanne ou un Kylie Cosmetics, si vous voulez. Là, on est sur des marques qui sont nées et qui vivent dans le digital. Donc là, on est encore l'étape d'après de digitalisation. Mais quelque part, ce directeur digital, lui, il ne peut pas en même temps avoir la responsabilité de la communication, du retail, de la création de marques. C'est impossible. Donc, l'horizon d'un directeur digital aujourd'hui, c'est de disparaître. Et c'est que tout le monde puisse utiliser le digital. Maintenant, entre ce futur et le présent, il y a le besoin d'adaptation de systèmes qui utilisent encore plein de process internes qui se nourrissent plus ou moins de digital et plus ou moins de data. Dans la mode, quand effectivement on est sur des marques masse qui ont des gros volumes, la data a toujours fait partie de leur vie. Zara a toujours été une société très 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 intégrée et très intelligente par rapport à la data. Quand on va aller vers le luxe, la data était quelque chose au mieux d'incompatible. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit, la data et le luxe sont à l'opposé absolu. La data, c'est la demande quand le luxe, c'est l'offre. La data, c'est le court terme, l'immédiat. Le luxe, c'est le long terme. La data, c'est tout le monde. Le luxe, c'est assez exclusif. Et la data, c'est la transparence absolue. Le luxe, c'est assez mystérieux. Donc, quand on y réfléchit, le fait de pouvoir travailler ensemble n'est pas du tout une évidence. C'est pas une évidence parce que c'est complexe. Et en même temps, c'en est une parce qu'on ne peut pas faire sans. Et c'est là tout le challenge aujourd'hui, c'est de venir, et je vous rejoins, amener des solutions techniques, un, avec une expertise humaine et une expertise métier, et deux, qui permettent à l'expert métier qui est le client, lui, de garder sa prise de décision en étant simplement mieux informé et à gagner du temps dans la collecte d'informations. Merci beaucoup pour cet éclairage. Do you want to add something? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Do you want to add something about please. the explanation? Because your experience is rather different. If I guess very so. different. Absolutely. Where are you based? Excuse me, your offices? In Amsterdam. In Amsterdam. Yeah, the Netherlands. We know that Amsterdam are Netherlands. Sorry? We know that Amsterdam Yeah, are okay. Netherlands. Just checking. So basically, Tommy Hilfiger is in Amsterdam as well.
and they have a massive digitization going on. And you were talking about digital directors, and I think Tommy Hilfiger is probably one of my role models when it comes down to the digitization of the fashion industry, because what we need to provide is basically allow for the production on demand model. So we're capable of generating so much data and visualizations that we can actually be selling 3D clothing, or that people can make their purchasing decision before the clothing is actually made. So once that purchase is made, that's when the clothing actually gets manufactured. And this is what we're going towards to. And when I entered fashion in 2016, I honestly thought this was where fashion was already. I thought every collection was already presented in one way or another without actually having physical samples made. But this was far from the truth. So what we're actually pushing towards with brands and working with brands is to create these virtual collections before they even go to market, before they have any of their selling processes, before even they have sketch reviews. So they can actually make a full digital collection for their sketch reviews internally to actually make better decisions to say, okay, this is what we're going to make, and actually base that on the data gathered from their user groups to say, okay, this is something that will sell, this is something that won't sell, to actually really go against overstock, to go against dead stock, without actually having to make any type of physical samples. This is super far away from even somebody like Tommy Hilfiger, who's really, really far in digitization, are not nowhere near to be able to actually create virtual collections to present to their audiences to make better informed decisions, to be basically saying, this is what we want to make, or actually adjust their collections according to the consumer data that they're capable of gathering, to be able to adjust their designs. They're not doing any of that. There is no iterative design, which is basically human-centric design, to say like, okay, we're going to make a design. This is what happens in web design, for instance. We're going to make a website, and we're going to see how people react to it. We're going to see how the UX flows. We're going to see what people like, what they don't like, where do they click, where do they don't click. Somebody like Booking.com, you know, so when you go into their website and you're looking at hotels, there's somebody looking at every single thing you do on that website, how you totally react to the website. What is the user experience of the website? And this is completely possible with clothing as well, because when you have that virtual item, you can interact with it, you can play with it, you can visualize it, you can even put it on your virtual self if you happen to have a 3D scan of yourself. You know, like, this is all speculative future stuff that's already happening in so many different industries, just not fashion. C'est la question que j'allais vous poser. That was the question I wanted to tell to you. You work on other fields except fashion? No, we focus purely on fashion. Purely on fashion, Yeah. absolutely. Est-ce qu'il y a des questions à poser à nos amis, mesdames, messieurs? Est-ce que quelqu'un veut poser une question à l'un de ces intervenants? Vous avez compris les approches extrêmement différentes et qui, à mon avis, se complètent, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans un système, on l'a compris, le système de la mode, très éclectique d'une certaine manière, mais qui a beaucoup d'intérêt parce qu'en règle générale, comme l'alimentaire, il fait partie de ces analyses de comportement et dans lesquelles on décèle des modifications qui souvent, je veux dire, font bousculer toute la société. Est-ce qu'il y a une question à poser? Madame Gras, Alice. En français ou anglais, je sais pas. En fait, c'est peut-être plutôt une question pour vous, donc je la pose en français. La question de savoir, on a vu les marques de mode réagir assez fortement au fait que les GAFAM allaient vers des marchés qui étaient jusqu'à présent les leurs. Est-ce que vous pensez que... on a vu aussi naître des partenariats justement entre des acteurs de la mode et les GAFAM, comme par exemple Condé Nast, l'agence Nelly Rodi. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Quelle est la bonne façon finalement pour les acteurs de la mode de réagir par rapport aux annonces aussi que font ces très très gros acteurs qui justement capitalisent sur des données qui sont sans commune mesure avec celles que peuvent collecter les marques à l'heure actuelle? Merci. C'est une excellente question. Merci Alice. C'est difficile de répondre parce qu'effectivement, les GAFAM aujourd'hui sont des acteurs qui ont perturbé tout le monde et qui continuent à le faire et qui continueront à le faire. Maintenant, voilà, la question c'est est-ce qu'une marque peut se passer aujourd'hui de vendre ses produits sur Google ou sur Amazon?
non. Mais en même temps, le faire, c'est aussi se déposséder de sa marque aussi. C'est aussi perdre une certaine maîtrise. Qu'est-ce que les marques ont intérêt à mettre en avant que n'ont pas les GAFAM ? Peut-être que le magasin et l'aspect physique est une réponse. C'est une question qui est difficile. Et on a vu des marques qui ont reculé après avoir essayé avec Amazon, ont reculé aussi. Personnellement, j'ai pas la réponse, j'aimerais bien, mais je pense que voilà, ça dépend des stratégies qu'on décide de définir. De toute façon, les marques sont obligées de se mettre à leur niveau en termes de connaissances clients, en termes d'utilisation de la donnée, d'analyse de la donnée, ça c'est évident. Donc déjà, il y a une mise à niveau à faire. Et ensuite, la question c'est voilà, est-ce qu'on peut se passer d'eux ou pas ? C'est difficile. Alors la mode est un tout petit peu préservé à cet égard. Aujourd'hui, si vous vendez des produits électroniques, effectivement, il est impossible pas d'autre choix que de Canal, survivre que d'une par certaine Amazon. manière. Non, c'est impossible. Mais regardez la décision, par exemple, de Nike de quitter Amazon. Pourquoi Nike a quitté Amazon ? Pas parce qu'ils pensaient vendre plus de chaussures sans Amazon, bien évidemment. Mais tout simplement parce qu'à un moment donné, quand vous passez par des plateformes qui sont les plateformes qu'on cite, les GAFAM aux États-Unis, les BATX en Chine, etc., vous vous dépossédez de la relation client. Quand vous vous dépossédez de la relation client et de la data liée, alors effectivement, vous perdez la création de valeur ultime. Et le calcul mérite d'être fait, de se dire est-ce que ça vaut le coup de vendre plus de chaussures si je ne sais pas à qui, je ne sais pas dans quelles conditions, et que je crée une dépendance très forte vis-à-vis d'un acteur qui lui-même a son propre agenda. Aujourd'hui, quand vous êtes une marque de mode et que vous avez une marque forte, comme Nike, beaucoup d'autres marques, vous pouvez vous permettre de dire non, je vendrai par mes plateformes. Et raison pour laquelle d'ailleurs, Amazon Fashion, aujourd'hui pour des marques présentes qui ont une brand equity forte, n'existe pas. Et de la même manière, si vous regardez la Chine, il n'y a pas de plateforme en ligne dans le luxe ou dans le haut de gamme qui existe et qui vraiment permet de récupérer ça. Derrière cette question, il y a une vraie question qui, à mon avis, va beaucoup agiter les esprits dans les années à venir, qui est celle du private traffic. Aujourd'hui, on a eu tendance à se dire, c'est super de travailler avec les GAFAM parce que regardez Google, Facebook, tout ça, c'est extraordinaire, Instagram, c'est génial, ça va très vite, on parle à des milliards de personnes. Oui, sauf que c'est pas vous qui parlez et vous ne savez pas à qui vous parlez. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de récupérer ce private traffic. C'est la décision de Nike de sortir d'Amazon, mais c'est aussi en Chine, désolé de parler de la Chine, mais parce que je pense que la Chine à cet égard... Pas désolant de parler de la Chine, ici elle a toute sa présence, que vous le savez. Et elle est très précurseur sur toutes ces questions du digital du reste. C'est pour ça que ce que je trouve très intéressant en Chine, c'est que la Chine aujourd'hui est extrêmement précurseur dans le comportement consommateur vis-à-vis du digital. Et ce qu'on voit, c'est que les marques ont d'un côté des plateformes comme Alibaba, etc., qui leur assurent des revenus très importants, et de l'autre côté ont d'autres plateformes de vente comme WeChat par exemple. Pourquoi ils sont précurseurs ? C'est parce qu'ils ont été assez rapidement, si je puis dire, vers la consommation, parce que... Pour, à mon avis, au moins deux raisons. La première, c'est qu'en Chine, tout va plus vite. C'est ça. Et donc, si tout va plus vite, alors mécaniquement, vous faites beaucoup plus de choses et vous changez beaucoup plus vite. Deuxième chose, c'est qu'ils sont arrivés plus tard à la digitalisation. Et donc, on a ce sentiment de leapfrog. C'est-à-dire, quand vous n'avez pas eu le téléphone fixe, puis le téléphone portable, ça, puis la 5G. Ils ont fait les sauts technologiques rapidement. Ils ont eu un saut technologique. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous avez une digitalisation de la société qui est beaucoup plus forte. Typiquement, en Chine, vous avez 20 fois plus de paiements mobiles qu'aux États-Unis. Vous avez un commerce, la digitalisation de la société chinoise est infiniment plus développée, le commerce en ligne est beaucoup plus fort, etc. etc. Et c'est lié aussi à des systèmes logistiques. La Chine, c'est 2,5 fois plus grand que les 27 pays européens ensemble, c'est 2,5 fois plus peuplé. Imaginez la logistique nécessaire pour avoir des boutiques à chaque endroit, etc. Donc le digital, l'e-commerce permet de pallier ces problèmes. Le fait est qu'aujourd'hui, la question du private traffic, qui est de dire quand je vends par une plateforme qui m'appartient ou par un WeChat, c'est-à-dire que je maîtrise mon stock, ça a infiniment plus de valeur pour le futur parce que c'est ma boutique du futur. D'où la question de l'omnichannel, de comment je vais intégrer ma boutique en ligne et ma boutique réelle. Avec Amazon, vous ne pourrez jamais le faire. Vous ne pourrez jamais le faire parce que vous allez envoyer des cartons, mais vous n'allez pas pouvoir commander sur Amazon et récupérer en boutique. Vous n'allez pas pouvoir connaître le client, vous n'allez pas pouvoir le boucler. Et Amazon ne le souhaite pas du reste et ils ont bien raison. Donc aujourd'hui, la mode est un tout petit peu préservée à cet égard. Le luxe l'est encore plus puisque le luxe ne souhaitera jamais partager de la donnée, ni même un client, quel qu'en soit le prix. Et si je peux me permettre, dernière remarque sur la relation personnelle. Oui, et en quoi la Chine est un peu précurseur. On a une question qui a bien caractérisé l'évolution de la mode au cours des 5 dernières années, qui est l'omnichannel. D'un côté, on a des boutiques en ligne, de l'autre, on a des boutiques. Et vous voyez bien comment le digital, toute formation étant une déformation, comment le digital a déformé nos esprits. Parce que maintenant, on dit c'est offline.
comme si la boutique c'était moins bien, c'est offline, on a débranché. Bah non, la boutique c'est pas moins bien, c'est peut-être même mieux parce que c'est la vraie vie. C'est une vraie question, d'ailleurs, qu'on traite dans d'autres tables rondes, mais que vous avez commencé à évoquer, effectivement, sans vous interrompre, effectivement, la boutique. Voilà. Les centres-villes qui sont en train de se régénérer d'une certaine manière. Mais même l'appellation offline, c'est ça qui me dérange. C'est que comme si la boutique offline, on l'avait débranchée, mais elle est in life, quoi. La boutique, c'est quelque chose de positif. Maintenant, là où la Chine est précurseur, c'est qu'en réalité, la Chine a coupé un autre silo, qui est celui de la communication et de la distribution. Aujourd'hui, toutes les structures en place, dans la mode, dans d'autres industries, distinguent la communication, je parle d'un produit, et la distribution, je la vends. Or, ce qu'on voit bien avec le digital, c'est que cette limite devient de plus en plus floue et va s'effacer. Ce que vous voyez avec Instagram. Instagram est une plateforme de communication et elle va devenir une plateforme de distribution puisque vous allez pouvoir acheter par Instagram. Les plateformes de communication historique, de distribution historique, pardon, comme peut être un Farfetch par exemple. Farfetch est une plateforme de vente, vont devenir des plateformes de communication puisque vous allez pouvoir acheter aussi de la pub sur Farfetch. Pourquoi ? Parce que sur le digital, la question du trafic, combien de millions de personnes viennent devant cette page ? C'est très facile de dire ces millions de personnes, je peux leur faire voir quelque chose ou cliquer quelque part. Ce qui n'est pas la même chose quand vous êtes devant elles et quand vous passez devant une boutique. Et donc, le digital est en train, petit à petit, de couper cette ligne entre la communication et la distribution pour dire, en fait, vous allez communiquer et vendre en même temps. Ce qui est déjà très présent en Chine. Et ça va amener à des vraies questions organisationnelles pour les marques. Entre autres, la question du budget. Aujourd'hui, quand vous mettez en place une campagne en ligne qui va faire du drive to store, est-ce que c'est du média ? Ou est-ce que c'est du budget de vente ? Ça, on n'a pas les réponses et je pense que les organisations vont être infiniment remaniées au cours des années à venir, entre autres par cet impact du digital et parce que le digital va rendre floue cette limite entre communication et distribution. Et ça vous semble, je dirais, c'est la dernière question, et ça vous semble un élément de restauration, n'est-ce pas, du plaisir d'achat, du plaisir de la mode, puisqu'on voit, pour l'exemple français, que la consommation d'habillement diminue régulièrement depuis 10 ans. Est-ce que ces nouvelles méthodes, dans cette relation particulière aujourd'hui que les marques peuvent entretenir par ces systèmes un peu privés, d'une certaine manière, qui sont les réseaux sociaux, un peu privés, si vous permettez cette question, est-ce que ça va redresser la consommation ou ramener d'autres formes de consommation ? La seule chose qui va redresser la consommation, c'est l'intelligence des marques à faire rêver les gens. Si les marques sont bêtes et font n'importe quoi, et ne sont pas séduisantes, alors les gens n'achèteront pas de vêtements. Et c'est pas le digital qui va rendre les gens plus intelligents. Donc, au contraire, quelque part, il faut garder cette capacité créative de faire rêver les gens et de dire, quand je passe devant la boutique, j'ai envie de l'acheter. Et quelque part, le digital rend aussi lazy. Il rend un peu paresseux. Paresseux, parce qu'on se dit c'est facile, tout arrive. Alors moi je clique, je mets mon produit, ils vont l'acheter et puis on va pas trop s'embêter quelque part. Alors on s'embête pas trop, mais on fait pas trop rêver, effectivement. Et ça c'est un risque fondamental. Et aujourd'hui vous avez des marques qui s'inscrivent en faux et qui disent non. Moi, je fonctionne différemment. Je me moque de ce que disent les datas. Je me moque de ce que peuvent dire un Eli Rodi et un Condé Nast. Et je crée un produit parce que j'y crois, parce que c'est ma vision du monde. Et les consommateurs, ils sont très sensibles. Donc, il n'y a pas un absolutiste. Moi, je pense que tous les extrêmes sont mauvais. Donc, c'est pas zéro data ou 100% data. C'est intéressant dans la mode, effectivement. Dans d'autres domaines aussi. Mais, ou dans certains domaines culturels, effectivement. Il n'y a pas de ligne directrice fermant tout. Il y a des espèces de grands courants, mais ces grands courants, finalement... Et les très grands écrivains, comme les très grands musiciens, sont des gens qui écoutent énormément de musique et qui lisent beaucoup de livres. Et c'est pas parce que vous allez lire beaucoup de livres que vous allez réécrire le même livre. Mais ça demande l'intelligence d'un artiste, effectivement, un artiste qui soit écrivain ou qui soit aujourd'hui designer. Excuse me. I'm telling that what you are doing here is bringing a new answer to those questions about how we could consume fashion in the future. Because in my opinion, not concerning the luxury consumers, but the other ones, meaning all the consumer basically, except 1%, for those ones, I think there is a conflict in between principal needs, meaning place, food, and being connected, and getting a lot of clothes into your apartment. And so you are bringing a new answer. But to continue on the topic, GAFAM positioning topic, you are based on Instagram success. But would have been different for you, your business model, if you had plenty of platform like Instagram, or do you need to be based on
one big platform. To go further on the GAFAM question, because in France we have other choice than Google, for instance, for search engine like Quant, but no one is using it because the efficiency of Google is based on the multiplicity of users. So what is your opinion about it? Very good question. Basically, Instagram was our step into success. That's how we started out. That was our initial audience as well. And at the moment, we're very focused on Instagram as well. Everything that we do is based on the Instagram influence of somebody who has more than 1,000 followers. So it's very difficult to kind of break out that crowd. But to come back to your point before you made that question, let's say the luxury, especially for the luxury industry, they have a problem because their consumer is like 30 plus years old. You know, they're the only ones who can basically afford that. Now, to bring luxury to the kids, the digital methodologies provide a lot of answers. And to come back to your point, Jonathan, if I understood it correctly with the translation, is that sorry, that's a lot. Maybe it was even hard to understand without a translation. Yeah. Don't worry. Okay, yeah, gotcha. Probably my fault. Yeah. No. So it's my fault. So it's a lost in translation for me, but there's a lot of opportunity because what you say, data is based on what is the current experience, and the current experience of the e-commerce channel is basically a white splash page with just a flat product. Now, is that very engaging? It's almost the same if we go to the retail store and we just look at like flat clothing and we can't interact with it. We can't engage with this clothing at all. So what is that digital experience that replaces the retail experience, that it becomes interactive, that it becomes engaging, that it becomes emotional, because fashion is emotion. So how do we create those interactive, engaging experiences in that space? And I believe that's when we actually start changing let's say that the consumer behavior, and that's when we get to start challenging, let's say the GAFAM, you know, if it's all about that, you know, like what are we going to do against these industry giants? Well, there's not much to do about it, because let's say if we become successful, if you guys become massive and successful, then we probably just get bought out by them. You know, Oculus VR, you know, like they just got bought out by Facebook, and now Facebook is doing their VR. It's like everybody's being bought out by these big five, so there's almost like no way around it anymore. And if one of them would come up to me and be like, Carrie, I want to buy you out for $1 trillion, you know, it would be very hard to say no to that, because first of all, you know, it's going to give you a very comfortable position, and secondly, it's going to allow you to create your vision. And we have a very strong vision, but we're not capable of doing it by ourselves. We need people to support us. We need companies to support us. And the vision is basically to change the whole fashion industry. How are you going to do that as a small player in the fashion industry? Of course, we can all join hands as startups and try to do the best we can, but there is still very limited, because it is those 5 companies that are almost completely in charge of our full virtual identity at the moment. And to come back to your point about China, which is very interesting, because the experiences we've done there, it is much more, let's say, decentralized in that sense, that you do have Weibo, you do have WeChat. They don't really communicate to each other. When we gather data from the experiences that we're coming from there, they're coming from all different corners, and we try to get analytics from our clients, and they're like, yeah, we just can't give it to you because we don't truly understand how to play with all this data that we've gathered, because it's in so many different places. So yeah, that's kind of our experiences with it. But I always say it's, you know, to change the fashion industry, to change any industry, we need to change the experience, and that's what the digital space is allowing for. Thank you very much to share your experience with us. Est-ce qu'il y a une autre question, les amis, ou est-ce qu'il n'y a pas de question? Sinon, on va remercier tout un chacun. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Parce qu'il y a une prochaine table ronde qui va arriver, me semble-t-il, d'ici 10 minutes. Merci beaucoup de cet éclairage que vous avez donné les uns et les autres. Un grand merci, Marguerite, n'est-ce pas? Jonathan et Kerry, un grand merci.